Bonjour, enchantée Comment de allez-vous? t'avoir avec nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, c'est Dr Wodrago Firmin. Je suis spécialiste en santé mentale et soutien psychosocial. Euh, j'ai eu à travailler dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso, en tant que coordinateur du groupe de travail technique national pendant plus d'une année et demie. Par la suite, j'ai travaillé au Mali, au sein d'une organisation internationale Micacor pendant 3 ans comme spécialiste en santé mentale et soutien psychosocial. Et je reviens d'une mission de 4 mois à RDC et c'est avec plaisir que je vais partager avec vous un peu mon retour d'expérience par rapport à cette mission. Je, je- je vais essayer de partager euh, euh, ma diapositive. Je pense que Et donc, juste pour dire, hein, du coup, il y a aussi, je pense, dans l'auditoire, là, j'ai pas vérifié, mais il y a aussi, du coup, des gens de RDC qui nous font le plaisir d'être là et qui pourront aussi partager des retours, s'ils le souhaitent, après, au moment des questions ou répondre aux questions. oui, je vois il y a Alima que j'ai vu. Je pense qu'il y a d'autres collègues aussi. Je ne sais pas si docteur Oui, c'est Marie-Louise. Pierrette. Pierrette, elle est. Merci. Rebonjour, comme je le disais, je propose aujourd'hui un retour d'expérience sur une mission d'appui à la coordination en santé mentale et soutien psychosocial en République démocratique du Congo, qui a été réalisée entre août et décembre 2025. Pour moi, l'objectif n'est pas seulement de présenter les résultats, il s'agit surtout de partager une réflexion sur la coordination en santé mentale et soutien psychosocial dans un contexte humanitaire de très grande échelle. 3 questions vont guider un peu cette présentation. C'est comment coordonner efficacement dans un pays et continent, si je peux le dire comme ça, où le niveau national est très éloigné des urgences. Vous avez aussi comment renforcer. Il y a la question de la pérennité. On est déployé pour Cécile a dit 3 mois, parfois 6 mois, exceptionnellement. Donc, comment on fait pour que ce qu'on laisse soit pérennisé et que ce ne soit pas un intellect de commencement? Et enfin, comment on s'assure que la coordination améliore réellement la réponse en santé mentale et soutien psychosocial pour les populations, parfois éloignées des zones de coordination? Pour ce faire, je vais un peu structurer ma présentation en quelques grands points. C'est le contexte de la RDC, l'approche que nous avons utilisée, les résultats, premiers résultats plutôt, et enfin les enseignements qu'on peut tirer pour la suite. Comme vous le voyez, pour moi, la RDC, c'est pas un pays, hein, c'est un continent. C'est un continent, vous avez une superficie d'environ 2 300 000 de kilomètres carrés. C'est un pays qui, malheureusement, présente plusieurs crises simultanées. Vous avez des conflits armés, vous avez des déplacements massifs de population en lien avec ces conflits armés. Vous avez aussi des épidémies, Ebola, mpox et choléra. Je pense qu'on était là il y a cela quelques mois pour présenter déjà comment la coordination intervient dans les urgences de santé publique. Donc, vous constatez, on a à ADC un GTT national à Kinshasa qui se trouve à pas moins de 2000 km on va dire, des zones humanitaires. Et vous avez aussi 4 GTT provinciaux au niveau de Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika. Donc, le défi majeur, c'est comment empêcher que cette distance géographique ne soit un frein à la coordination stratégique que peut apporter un GTT national qui se trouve au niveau de Kinshasa. Il faut le dire, quand on est arrivé, c'était pas comme dans d'autres pays où il fallait mettre en place un GTT national. Le GTT national existait bien avant mon arrivée. Mais si vous me permettez un petit rappel historique,
de ce JT national pour un peu comprendre le décor. C'est un JT national qui a été créé bien après les JT provinciaux. Je pense que c'est le dernier né ou peut-être la même période que le JT provincial de Tanganyika. C'est à préciser. Euh, Deuxième fait intéressant à relever, ce JTT a été créé suite à l'éruption volcanique de Goma qui a eu lieu en 2021, si je ne m'abuse. Et il y a une équipe qui avait été déployée par l'OMS pour soutenir le JTT provincial de Nord Kivu à organiser la réponse. Donc, c'est au retour de cette équipe sur Kinshasa qu'ils ont jugé bon de créer un GTT national. Donc, en guillemets, pour un peu, comme si le GTT national est plus ou moins issu de l'expérience vécue au sein d'un GTT provincial, ce qui paradoxalement est le contraire dans beaucoup de pays. On crée d'abord un GTT national et l'expérience montre qu'il faut créer des sous-GTT ou des GTT provinciaux pour rapprocher la coordination du terrain. Donc, l'idée était là, elle était belle. Malheureusement, pour plusieurs raisons, il n'y a pas eu la mise en place d'un cadre de fonctionnement. Il n'y avait pas formellement de termes de référence validés, connus des membres. Il n'y avait pas aussi de plan de travail annuel pour dire voilà ce on- on consent à faire au cours de l'année pour pouvoir évaluer un peu si on est efficace et efficient. Cet état de fait a entraîné une confusion des rôles entre ce que le JT national devrait faire et ce que les JT provinciaux sont habilités à faire. Comme il n'y avait pas de terme de référence clair, donc on se piétinait un peu dessus, on faisait les mêmes choses, on faisait la mise à jour des activités des partenaires, on faisait un peu euh, des réunions sur un peu les activités réalisées. Donc, évidemment, c'était à peu près la même chose. Il y avait aussi une confusion des rôles entre cette structure de coordination et le programme national de santé mentale, qui est l'entité gouvernementale chargée un peu de la santé mentale et du soutien psychosocial au, au niveau de la RDC. Euh, Ce qui a fait que, bien vrai que cette entité de coordination se trouvait à Kinshasa, elle avait très peu d'influence ou voire même de présence au niveau des structures de coordination comme les clusters, n'en parlons pas au niveau de l'intercluster, qui fait que il y a des clusters qui n'étaient même pas au courant que ce groupe existait et où parfois il était perçu comme une entité strictement en lien avec le cluster santé. Autre fait qui était intéressant de souligner, quand je suis arrivé, cette structure de coordination reposait, on va dire, en guillemets, sur un seul co-lead qui se débattait comme il pouvait avec le rapporteur, un rapporteur. Donc, vous voyez déjà une équipe diminuée, sans cadre de fonctionnement, très peu influent, avec beaucoup de confusion de rôle avec les autres entités. Donc, le JT existait formellement, mais c'est comment il fonctionnait qui posait problème. Maintenant, au niveau des provinces, vous avez des JTT. On en avait quatre. On en a toujours quatre. euh, à des niveaux différents. Je voudrais le préciser. Vous avez des JTT historiques qui existent depuis beaucoup d'années, comme le JTT de Nord Kivu. Et vous aviez d'autres JTT qui étaient en phase de, on va dire, de maturation, comme le JTT de Tanganyika. Donc, qui n'avaient pas les mêmes capacités de fonctionnement et qui n'avaient pas aussi les mêmes réalités en termes de besoins ou de réponses à faire. Quand vous prenez le Nord Kivu, on est beaucoup plus dans les urgences avec conflits armés, déplacement de population. Quand vous prenez Tanganyika, on est beaucoup plus en post-conflit. Il n'y a pas véritablement de conflit armé là-bas. Euh, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus d'une vision de peace building. Et peut-être, je pense maintenant, il y a aussi un peu de déplacement de population venant de la zone du Nord Kivu avec le conflit qui se joue là-bas. Donc, voici un peu le Bernard, décor. Oui. excuse-moi, je t'interromps une seconde. Est-ce que tu peux dire en quelques mots justement ce que c'est qu'un GTT si jamais il y a des personnes qui sont pas familiers?
juste pour expliquer un petit peu les grandes lignes au cas où, pour que tout le monde puisse bénéficier vraiment de ta présentation. Ok, merci beaucoup, Cécile. C'est vrai que c'est un prélat. Euh, un GTT, c'est un espace d'échange, de discussion de l'ensemble des acteurs humanitaires qui interviennent dans le domaine de la santé mentale et du soutien psychosocial. On va dire, un espace donné. Ça peut être sur tout le pays, comme ça peut être dans une zone bien définie, comme en RDC où on a un GTT national, un GTT provincial avec quand même quelques objectifs assez définis, c'est déjà d'améliorer la coordination entre les acteurs pour éviter que les gens se fassent piétiner dessus avec des doublons ou qu'il y ait des gaps dans les interventions. Il y a aussi un renforcement mutuel des capacités à travers l'harmonisation des pratiques, l'utilisation on va dire des références, genre le MSP, promouvoir l'utilisation du MSP, l'essentiel minimum de services en santé mentale, soutien psychosocial, ou l'utilisation des directives du YASC. Et aussi pouvoir faire des plaidoyer auprès des bailleurs, auprès des organisations, pour toujours mettre en avant et améliorer la réponse en santé mentale et soutien psychosocial. Donc, il y a un ensemble d'objectifs, de buts recherchés par un groupe de travail technique euh, en matière de santé mentale et soutien psychosocial. Je ne sais pas si ça clarifie un peu. C'est parfait, merci. Je pense que Ok. c'est plus clair et comme ça, tout le monde a un peu le niveau parce qu'effectivement, on a tendance, malgré nous, à jargonner. Donc, c'est super de Oui, réexpliquer. exactement. À penser qu'on est au même niveau Ouais. d'information. Donc, un peu le décor, vous avez un institut national existant, mais en guillemets, qui se cherche, permettez-moi le terme. Vous avez des GTT dans les provinces de niveaux de capacité différents, pas les mêmes besoins, mais il y a quand même quelque chose qui était quand même, qui ressort de l'ensemble des discussions qu'on a eues avec les GTT provinciaux, c'est que tout le monde est d'accord sur l'importance des GTT nationales, parce que parfois, ils se rendent compte rapidement que pour certains points, surtout en termes de plaidoyer, il est difficile pour quelqu'un qui est au niveau de Kaliemi d'impacter, Kaliemi c'est dans la province de Tanganyika, d'impacter sur les décisions qui se prennent au niveau de Kinshasa. Donc il y a vraiment un besoin qu'il y ait un acteur au niveau de la capitale pour les épauler. Donc on était d'accord un peu sur l'intérêt d'un unité national, mais selon comment on va structurer cela. Durant les 4 mois, on a essayé d'adopter une approche reposant sur 3 principes. C'est déjà de comprendre avant d'agir. Quand vous arrivez en RDC, rapidement vous vous rendez compte que c'est différent. C'est différent du Burkina, c'est différent du Mali, c'est différent voilà, du Cameroun. Donc, vous devez prendre le temps de comprendre comment ça se passe. Donc, beaucoup de discussions, de réunions, d'échanges avec les membres du GTT, les coordonnateurs de cluster, les coordonnateurs des GTT dans les provinces, et aussi faire un peu de revue documentaire, relire un peu les rapports des réunions passées pour voir un peu de quoi on échange, quels sont les membres qui viennent régulièrement. Là, rapidement, vous voyez que peut-être entre la création et au moment où vous compulsez, le nombre d'acteurs a diminué. Donc, ça vous déjà donne des orientations sur peut-être que tout le monde ne trouve pas son compte. Donc, déjà, comprendre les blocages, comprendre les attentes. Qu'est-ce que le JTT provincial de Nord Kivu attend du JTT national? Donc, ça nous permet un peu de baliser un peu le terrain pour ne pas aller de gauche à droite. Et aussi, deuxième principe, c'est d'avoir un rôle, on va dire, d'accompagnage, de conseiller, en guillemets, de l'homme, ne pas se mettre en avant. Parce que vous devez faire avec les acteurs qui sont présents et non vouloir faire comme vous l'entendez, comme vous le comprenez, pour permettre un transfert de compétences et que après votre départ, il y ait une pérennité. Parce que si vous faites les choses, vous déposez, vous partez, vous êtes sûr que 3 mois après, il n'y aura plus rien.
Et aussi, troisième aspect, c'est de contextualiser. Parce que si vous comprenez les enjeux, la réalité locale, vous allez rapidement comprendre que s'il y a une erreur de transposer ce que vous avez fait au Burkina ou bien au Mali, en RDC, ça va échouer. Ou bien de vouloir faire de la théorie, dire, OK, le manuel dit de faire comme ça, on va faire comme ça. Non, il faut contextualiser, mettre en place des choses que tout le monde est d'accord avec et comment tout le monde comprend. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a essayé de travailler. C'est pas évident parce que vous avez le temps qui court derrière vous. C'est des missions de courte durée, 3 mois, 4 mois. Initialement, je partais pour 2 mois. Vous imaginez que faire cela en 2 mois, ça relève de l'impossible. À un moment donné, on a pu augmenter à 4 mois, mais je dirais que 4 mois déjà, c'est insuffisant, vitalement, pour faire un travail de qualité. Hein, il y a des moments, il a fallu faire des choix sur certaines activités, laisser tomber d'autres activités. Parfois, on a fait des promesses à des acteurs qu'on va les accompagner. Malheureusement, on ne pouvait pas. Désolé pour des gens j'avais promis de recontacter pour discuter, parce que véritablement, il fallait faire des choix pour qu'à la fin, il y ait au moins quelque chose qui est mis en place et qui peut être pérennisé. Il- Le groupe de travail des échanges, c'était comment repositionner le JTT national. Quelle peut être la plus-value du JTT national par rapport aux JTT provinciaux? Donc, l'idée à la fin des échanges, des discussions, c'est que le JTT national devait avoir une posture stratégique, plaidoyer de haut niveau, parce que vous êtes à Kinshasa, donc vous êtes au plus près des différents clusters, de l'intercluster, des bailleurs, des structures gouvernementales. Donc, vous êtes vraiment les mieux placés pour faire de plaidoyer de haut niveau. L'idée aussi, c'est que l'unité nationale cherche le cadre pour l'harmonisation des pratiques, pour le renforcement des compétences, pour le partage de bonnes pratiques entre les différents GTT. Je prends un exemple qui est en cours actuellement. Euh, En servant de ce qui est fait dans un GTT, il est en train de mettre en place comment on élabore un outil de cartographie, KWS, standard pour l'ensemble du pays que les GTT pourront utiliser sur le terrain. Donc, voilà un peu comment on a pensé le rôle du GTT national et qui va permettre aux GTT provinciaux vraiment d'être dans l'opérationnel, c'est-à-dire la coordination sur le terrain des activités des acteurs de santé mentale, aussi l'adaptation des outils qui auront été adoptés au niveau national, toujours pour qu'on puisse parler le même langage, mais en tenant compte des spécificités de chaque région. Et enfin, aussi, pouvoir collecter les données. Vous pensez bien que le titre national ne peut collecter des données sur le terrain, ça va être difficile. Donc, c'est les GT provinciaux, vraiment, va être un de leurs rôles, puisque sans données aussi, on ne peut pas faire de plaidoyer. Parce que quand vous allez commencer à dire, ah non, voici les besoins, on a besoin de... On va dire, quels sont les éléments factuels que vous disposez. Bah, si vous n'avez pas de données, ça va être compliqué. Donc, il y a on a pensé à une structuration où on est beaucoup plus dans un lien fonctionnel basé sur la complémentarité. Et la complémentarité, une synergie d'action et sans hiérarchie. Je pense que ça a été vraiment clair. Le JTT national n'a pas vocation à superviser les JTT provinciaux. Ce n'est pas notre rôle. Et parfois, on n'a pas les compétences des JTT provinciaux. Vous imaginez bien que quand vous prenez le JTT de Nord Kivu qui est là depuis une dizaine d'années, un GTT qui vient d'être mis en place, qui n'a pas forcément d'expérience en termes d'opérationnel, ne peut pas aller vouloir superviser le GTT de Nord Kivu. Mais vraiment un lien fonctionnel, on travaille en synergie, on essaie de se complémenter en fonction des différentes actions. Voilà comment un peu il a été pensé pour que le GTT national puisse véritablement trouver sa place. Pour cela, il fallait un peu qu'on essaie d'améliorer un peu la gouvernance au sein du JTT national, déjà clarifier un peu le mode de fonctionnement, euh, revoir les termes de référence, essayer d'élaborer des termes de référence qui correspondent à ce qu'on voudrait du JTT national, essayer d'élaborer un plan de travail pour 2026
pour voir quelles sont les activités prioritaires qu'on devrait réaliser pour 2026. Même les méthodes de travail, l'organisation des réunions, le rapportage, la mémoire même du GTT à travers la mise en place d'un cadre pour qu'on ne puisse pas être en train de demander qui a tel rapport, qui a tel rapport. Et aussi le fonctionnement au sein du GTT pour clarifier quel est le lien entre les différents membres, clarifier que les membres, il n'y a pas de lien de hiérarchie, c'est beaucoup plus des liens de collaboration et c'est un leadership partagé entre les différents membres. Donc, c'était important de clarifier cela pour que le GTT ne soit pas perçu comme un service gouvernemental, une structure où il y a un patron et il y a des gens qui sont en bas. Voilà. Vraiment, c'est comme un cas de collaboration, un cas de discussion, de partage d'expérience entre des organisations. Cela a permis, au bout de 4 mois, je pense que en début de décembre 2025, on a pu valider les termes de référence de manière consensuelle et mettre en place un nouveau bureau pour 2026 avec comme équipe de coordination le Programme national de santé mentale, Alima et PMI. PMI étant une organisation locale et Alima étant une organisation internationale. Donc, on a essayé un peu d'avoir une diversité, mais vraiment, le maître mot, c'était le consensus. Pas d'imposition, on n'impose pas une organisation, c'est vraiment au sein des membres que les gens se sont proposés et que ça a été validé. Ça permet une certaine légitimité au bureau, que ça ne soit pas perçu comme des gens qui sont imposés, mais que c'est un bureau consensuel. Et ça permet vraiment de s'assurer que le travail soit effectué de manière consensuelle. On a aussi élaboré de manière, comme je l'ai dit, le plan de travail annuel en tenant compte des différents axes recommandés dans le manuel de coordination en santé mentale et soutien psychosocial. Quelques résultats quand même qu'on a pu obtenir. C'est vrai que c'est un peu trop tôt. On a fini la mission en décembre. On ne va pas commencer à parler d'impact. C'était un peu prétentieux. Mais quelles sont les lignes qu'on a pu bouger durant cette mission? Déjà, on a obtenu l'intégration du GTT au sein de l'intercluster. Et comme vous le savez, toutes les grandes décisions stratégiques en matière humanitaire, c'est au niveau de l'intercluster. Et si vous n'êtes pas présent là-bas, votre voix ne sera pas portée. Donc, ça, c'est vraiment une grande victoire. On est Pierre-Marc, là-bas, oui. excuse-moi, je t'interromps là aussi juste pour clarifier peut-être juste le système cluster en 2 mots et du coup OK. l'intercluster. Parce que je pense que même certains collègues des GTT seront ravis d'avoir plus d'infos là-dessus. OK. J'ai pas compris. Je peux aller? Ou bien tu vas qualifier? Bah, soit tu qualifies, soit je le fais comme tu veux. Vas-y, il n'y a pas de Ok, problème. donc juste les systèmes de cluster pour que vous ayez en tête, il y a plusieurs mécanismes de coordination dans les situations d'urgence en fonction du type de coordination. Donc la dernière session francophone, vous pouvez la voir en replay, il y avait Peter Van Vogel du HCR qui nous a présenté les mécanismes de coordination dans les contextes de réfugiés. Sinon, il y a dans les situations d'urgence, il y a effectivement un mécanisme de coordination qui vient du IASC dont on parlait tout à l'heure, et donc au sein duquel, quand il y a une urgence qui est déclarée, il y a sur le terrain des clusters qui sont mis en place. Les clusters, c'est par exemple cluster nutrition, cluster protection, cluster santé, qui s'occupent de la coordination en fait de toute la réponse en santé sur le terrain dans l'urgence. Et donc, c'est les différentes organisations, agences des Nations Unies, gouvernements, sociétés civiles, ONG internationales et ONG locales, qui se mettent ensemble et disent, bon voilà, les besoins en santé par rapport à l'urgence, c'est ça et ça et ça. Et nous, on propose tel et tel service, on voit si on fait des doublons, s'il y a des duplicats, etc. Et donc ça, c'est l'organisation par cluster. Et donc, il y a des réunions très régulières de ces clusters, comme nous, on fait les réunions donc, du groupe technique de travail santé mentale et soutien psychosocial, puisque là, il y avait une question sur qu'est-ce que c'est que GTT dans le chat. C'est les groupes techniques de travail en santé mentale et soutien psychosocial qui sont des groupes où se coordonnent toutes les personnes, toutes les organisations qui
promeuvent ou qui font sur le terrain dans la réponse à l'urgence des activités en santé mentale et soutien psychosocial. Et donc, l'intercluster, la réunion d'intercluster, c'est là où se mettent ensemble, en fait, tous les leaders des clusters et quand on y arrive, et c'est super quand là, ça a été présenté, on y arrive en RDC, aussi, il y a une représentation aussi du groupe du GTT Santé mentale et soutien psychosocial qui donc peut s'assurer comme ça qu'au niveau de l'ensemble des clusters, au niveau de l'architecture humanitaire globale, bah, la santé mentale et le soutien psychosocial a bien une voix et bien va bien pouvoir porter à la fois la nécessité de mettre en place des choses en lien avec la santé mentale et le soutien psychosocial et faire le lien avec les différents clusters. Voilà. Donc juste pour après on peut pas trop détailler, hein. On peut donner des documents, on pourra peut-être en parler dans les questions. Là, on va pas faire toute une explication du mécanisme de coordination par les clusters, mais que vous puissiez tous un petit peu suivre quand même de quoi on est en train de parler. Voilà. Désolée, Germain, je te repasse la parole. Non, non, j'ai compris. Je pense que l'autre aspect du positionnement du tir national et du fait qu'on a pu intégrer l'intercluster, c'est que on a pu contribuer techniquement au plan de réponse humanitaire 2026 de la RDC. C'est vrai que c'était vraiment à la dernière minute. C'était pas évident d'avoir des données pour pouvoir écrire quelque chose de vraiment répondant à la réalité. Mais je pense que c'est un premier pas. Ça nous permet déjà d'améliorer notre visibilité sur les besoins en santé mentale dans la planification nationale et aussi nous préparer plus sereinement pour les prochains cycles de programmation humanitaire. Et aussi, ça permet aussi de clarifier un peu la coordination parce que maintenant, on sait quelles sont les tâches et les attributions du GTT national et aussi quelles sont les attributions qu'on va déléguer, en guillemets, aux GTT provinciaux. Euh, Des exemples pour montrer comment, en étant à Kinshasa, on peut quand même impacter sur les réponses sur le terrain. Je prends l'exemple typique de l'épidémie d'Ebola qui a eu lieu dans la province du Kasaï. Dans cette province, il n'y avait pas de GTT provincial. Donc, en étant à Kinshasa, le GTT national s'est rapidement organisé pour appuyer le COUPS, le COUPS étant le Centre des opérations d'urgence de santé publique, qui est la structure gouvernementale chargée des réponses de santé publique. Donc, on a essayé de les appuyer un peu dans la réponse santé mentale, mobiliser les différents acteurs pour voir ceux qui avaient des capacités pour se déployer, voir quels sont les services qui seront offerts, quels sont les gaps. Et voilà. Donc, en étant à Kinshasa, on a essayé quand même d'impacter, d'améliorer un peu la réponse en santé mentale au sein de l'épidémie Ebola. Et aussi, ça nous permet de se rendre compte que au niveau de l'unité nationale, on doit faire un plaidoyer avec cette structure pour carrément clarifier la réponse santé mentale pour éviter d'être toujours dans des recommencements, pour mettre en place tout un protocole pour que les prochaines urgences santé publique, la coordination soit plus efficace. Autre aspect, pas forcément sur aux populations, et durant cette période, on a eu quand même à aller sur Tanganyika. Il était prévu qu'on reste sur Kinshasa, mais il y a eu une fenêtre d'opportunité. On est allé sur Tanganyika pour appuyer le GTT qui était sur là-bas. L'idée qu'on a eue, on a constaté que parfois, quand on élabore les termes de référence, les termes de documents, les gens ne comprennent pas. Oui, c'est partagé, les gens font des inputs, mais on a l'impression que les gens ne comprennent pas véritablement comment devrait fonctionner, comment s'organise un groupe de travail technique. Donc là-bas, on a organisé un atelier de 2 jours pour vraiment, de manière pratique, comment le GTT devrait fonctionner, quelles sont les attributions, les activités possibles euh, d'un GTT, et en même temps d'élaborer de manière consensuelle les activités 2026 du GTT de Tanganyika. Surtout que ce GTT est un peu spécifique puisqu'il intervient dans un cadre de post-conflit, de peace building et non vraiment réellement en urgence. Et je pense que ça a permis un peu de clarifier les choses, d'apaiser certaines tensions parce que du fait des incompréhensions,
entre les attributions du GTT et les coordinations provinciales de la santé mentale, parce que c'est une confusion qui ressort souvent dans les provinces entre quel est le rôle du GTT par rapport du rôle des entités gouvernementales. Et ça, c'est habituellement parce que les termes de référence ne sont pas bien connus et qu'il n'y a pas eu cette phase d'échange, de discussion et de clarification des rôles. Ce qu'on a essayé de faire à Tanganyika pour que les choses puissent avancer. Je ne sais pas s'ils ont pu mettre en place la nouvelle équipe, mais je pense que si c'est pas fait, ça ne saurait le tarder. Alors, la RDC est toujours la RDC. Rien n'est évident et rien n'est n'est simple. Un des défis, je pense que tous ceux qui sont dans des GTT dans d'autres pays où il y a un GTT national et des sous-GTT ou bien des GTT provinciaux, habituellement, les membres du GTT national se trouvent dans la capitale. La majorité se trouve dans les capitales. Et maintenant, c'est leurs collègues qui sont sur le terrain qui participent aux activités des GTT provinciaux. Le problème, quand vous regardez, quand je vais partager la deuxième diapositive sur le contexte, Kinshasa se trouve à 2000 km du terrain, qui fait que la plupart des organisations trouvent plus pertinent de positionner leurs spécialistes en santé mentale ou leurs coordonnateurs de projets sur le terrain qu'à Kinshasa pour être pratique. Donc, rapidement, on s'est retrouvé avec un GTT physiquement, entre guillemets, national basé à Kinshasa, dont la majorité des membres se trouvent dans la province. Quand vous prenez l'équipe de coordination, euh, il y a que la lead, le programme national de santé mentale comme lead, qui est basé à Kinshasa. Euh, à- la représentante du co-lead Alima, elle est à Goma. Et PMI, sa représentante est dans une autre province, j'ai oublié. Je ne sais pas si c'est Béni ou c'est Bunia. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un problème qui se pose rapidement. En 4 mois, je ne pourrais pas vous montrer une photo d'une réunion du GTT national parce que c'est en ligne. On ne peut pas regrouper les gens. Même l'équipe de coordination, c'est en ligne ou bien quand il y a une opportunité il y a un des membres qui est de passage à Kinshasa. Donc, ça crée un problème, c'est que en termes de représentativité physique dans les instances de coordination, que ce soit les clusters ou bien aller faire du plaidoyer auprès des bailleurs, auprès des institutions, vous vous retrouvez avec une personne et on a la sens qu'il y a un des rapporteurs qui est un des rapporteurs et un des points focaux qui est sur Kinshasa, mais la plupart des membres sont sur le terrain. Donc, vous voyez que ça rend un peu compliqué la coordination. Et aussi, ça risque de créer à un moment donné, soit le GT national risque de faire de l'homme au GTT provincial, parce que si, imaginez si le spécialiste qui participait aux réunions du GTT provincial et qui décide, bon, maintenant, comme il y a une structure nationale, je préfère participer à la structure nationale et je délègue un autre collègue pour le GT provincial et que ce collègue n'a pas forcément les compétences ni les capacités, ça peut plomber un peu les capacités techniques des GT provinciaux. C'est un défi. On verra comment les choses vont s'agencer au fur et à mesure. Je pense qu'ils vont une formule sera trouvée pour essayer de permettre un bon fonctionnement du GTT national en n'étant pas un frein pour les GTT provinciaux. Et l'autre aspect, bon, ce qui est un peu le même problème pour tout le monde dans tous les pays, il n'y a pas de staff dédié. L'ensemble des membres de l'équipe de coordination ont leur propre activité, ont leur propre fonction dans leur organisation. Donc, il y a le défi de trouver le temps pour pouvoir mener à bien les activités du TT. Voilà pourquoi on répète régulièrement qu'il faut que tout le monde s'y mette et que c'est un groupe de travail. Donc, tous les membres devraient contribuer. Et je pense que l'un des défis qu'on s'est posé et qu'on a posé, c'est que dans le plan de travail, tous les membres devraient se positionner comme lead au moins d'une activité pour ne pas être là présent seulement aux réunions, mais vraiment qu'on puisse s'impliquer, mettre les mains à la pâte et pour pouvoir ensemble faire bouger les lignes.
quelques enseignements clés pour la suite, un peu en guise de conclusion. Déjà, si vous n'avez pas une clarté de votre, en termes de but objectif à travers un TDR, ça va être difficile vraiment d'être efficace et d'influencer les choses. Parce que si vous ne savez pas ce que vous devez faire et quelle est votre vision, bon, comment vous allez pouvoir impacter les choses. Et autre aspect important, et la coordination, c'est un processus. C'est pas un acquis, c'est parce qu'aujourd'hui ça marche bien que demain ça va marcher bien. Je prends l'exemple en RDC, je pense que l'un des pays qui a bénéficié le plus d'experts déployés pour soutenir les TTT, mais le constat qu'on a fait qu'il y a beaucoup de TTT, malgré cet appui ponctuel, ont du mal à fonctionner aujourd'hui. Donc, pour dire que c'est pas un acquis, il faut véritablement continuer à challenger, à travailler pour que euh, ce que vous avez fait comme excellente chose aujourd'hui, que demain, ça ne soit pas oublié. Et surtout, aujourd'hui, on a le challenge avec les turnovers, où à un moment donné, vous avez une équipe dynamique qui fait bien les choses et demain, il n'y a plus personne parce que, il y a l'arrêt des financements, et les staffs sont partis et que la nouvelle équipe qui est là a du mal à poursuivre les choses. Et enfin, le GTT, son impact vient de ce que, il produit comme service, comme activité. Je vais un peu, si on est au niveau de l'intercluster et qu'on participe aux réunions sans rien dire, sans rien proposer, sans faire de plaidoyer, ça ne servira à rien. Oui, ce qu'on recherche, c'est pas être au sein de la CISD, c'est d'influencer les décisions de l'intercluster. C'est la même chose que sur le terrain. Si on ne travaille pas, c'est pas parce que le GT existe sur un document que ça va influencer. C'est vraiment le travail qu'on fournit qui va permettre de positionner le GT comme un acteur majeur dans le domaine de la santé mentale, qui fera qu'à chaque fois qu'il y aura une décision, on va faire appel avec vous parce que vous êtes présent au moment où on a besoin de vous. Et que, bon, vous ne vous défaussez pas quand on demande à votre appui, vous dites, ah non, on n'a pas de membre disponible, oui, on ne pourra pas vous soutenir. Donc, je pense que c'est un challenge aussi. Il faut que véritablement ce unité qui a été mis en place puisse travailler avec l'ensemble de ses membres pour pouvoir continuer à soutenir la réponse, soutenir la coordination, à faire des plaidoyers de haut niveau pour que sa place puisse être pérennisée. Germain, Voilà, oui. excuse-moi. Est-ce que tu peux donner un exemple concret justement de ce genre de d'appui pour que ce soit peut-être un peu plus clair pour tout le Mhm. monde quand tu dis de se positionner, etc., faire valoir sa voix et la voix de la SMSPS pour que les gens qui sont pas habitués à ces mécanismes-là aient des exemples concrets. Un exemple concret, lors de l'attaque contre la ville de Ouvira, euh, on a participé en tant qu'équipe nationale à une réunion de crise organisée par la coordination humanitaire avec comme lead l'OMS qui a essayé de faire le point de la situation et qui bon, s'est rapidement tourné vers le État national. Dit, ah, il y a la crise au niveau d'Ouvira, on voudrait que vous puissiez voilà, quelle est la situation au niveau de la santé mentale, au niveau de Ouvira, en termes de besoins et en termes de capacité de réponse par rapport à la situation où, voilà, où il y avait, le M23 avait envahi la ville. Il se trouvait que, comme vous l'avez dit, le GT national n'est pas Ouvira, et, cela relève du GT de Ituri, ou bien c'est de Sud Kivu, si je ne m'abuse, les collègues pourront me corriger. Donc, notre rôle maintenant a été, OK, face à cette doléance du, de la coordination humanitaire, c'est d'aller vers les collègues sur le terrain et ensemble voir comment rapidement on les soutient à avoir une situation claire. Quels sont les besoins en termes de santé mentale pour les populations impactées par la crise? Quelles sont les organisations qui sont sur le terrain et qui peuvent fournir des réponses? Et, et revenir vers la coordination humanitaire pour dire voilà un peu la situation. Voici la situation, voici un peu comment les choses se passent, voici un peu comment on est en train de coordonner sur le terrain la réponse en santé mentale. Si on avait dit, ah, Ah, on dirait que Firmin a a un blocage.
On va voir s'il arrive à se reconnecter. Je pense que j'étais en train Tu étais en train de conclure, je crois, plus ou moins, de, et donner l'exemple aussi de... ouais, de la réponse à Ebola, où on a, exactement. oui, où on a travaillé avec l'OMS à visibiliser un peu la réponse que les acteurs menaient sur le terrain, à ne pas passer sous silence, parce que malheureusement, si vous vous rappelez, lors de la session francophone, on l'a dit, la santé mentale a été mise dans un pilier qui ne permettait pas vraiment d'être visible. Donc, Alors, juste c'est... pour expliquer les piliers, Alors, la stratégie de réponse aux urgences de santé publique, il y a plusieurs piliers. Il y a plusieurs piliers et la santé mentale est au niveau du pilier réponse médicale. Donc, quand on parle de réponse médicale, vous voyez que si on met la santé mentale et le soutien psychosocial dans un pilier purement médicalisé, évidemment, tout ce qui est, il y a beaucoup d'aspects qui seront ignorés. Et ce qui est arrivé, parce qu'à un moment donné, quand il faisait le bilan des activités, bon, il ne tenait compte que ce qui est réalisé dans les centres de santé, évidemment, et vraiment purement médical. Donc, il faisait que tout ce qui est réalisé au niveau de la communautaire, au niveau communautaire qui n'était pas forcément médical, bon, était un peu ignoré. Donc, ce qui fait encore un exemple pour montrer vraiment le travail qui est fait pour légitimer, montrer notre place et que chaque fois qu'on passe santé mentale, on va hésiter avant de faire sans nous. C'est surtout ça. Voilà. Parce qu'on voit ça, quand ils seront au courant, parce qu'ils sont là, ils vont venir réclamer leur place, et c'est ça vraiment le plus important. Et ça, il faut que, c'est pas le travail. C'est pas en réclamant, mais c'est en étant là au moment où il le faut et en produisant ce qui montre véritablement notre plus-value. Voilà. Merci beaucoup. bah, merci beaucoup, Firmin. C'était vraiment super ta présentation. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Et effectivement, c'était super là de voir la façon dont tu nous as présenté à la fois les challenges liés au pays, la question de la création d'un GTT au niveau national quand il y a déjà des Mhm. GTT en province qui sont au plus Mhm. près des urgences. Et du coup, c'est quoi le rôle du GTT national dans ce cadre-là? Et puis aussi, effectivement, tout ce rôle de plaidoyer, mais là aussi, hein, l'objectif de ce rôle du plaidoyer, c'est derrière de faire en sorte que les activités santé mentale et soutien psychosocial soient reconnues, Mhm. puissent être aussi financées, et du coup qu'elles soient ensuite mises en place sur le Voilà. terrain pour que les services ben, soient accessibles aux Mhm. populations. Donc, j'ouvre maintenant aux échanges. Et du coup, je coupe l'enregistrement pour cette partie.